parole. Clément Lessort. Mardi 14 octobre, et pour ce 7e et nouveau numéro de Sun Business, nous continuons de prendre des risques. Celui notamment d'être taxé d'angélisme béat ou d'optimisme excessif. Il n'y a qu'ici, effectivement, sur Sun Radio et sur aucune autre station qu'à cette heure-ci, vous entendrez de bonnes nouvelles. Et ces bonnes nouvelles, là, Sun Business, on vous les raconte tout simplement avec de belles histoires, des success stories à la nantaise, ou plutôt, devrais-je dire, à l'herblinoise, pour être tout à fait précis au sujet de mon invité ce matin. Il a décidé de révolutionner l'univers de la publicité sur le lieu de vente, la fameuse PLV, en lui conférant de nouvelles dimensions à la fois sur le plan technique, logistique, design et digital. Après 10 ans de développement et d'innovation sans relâche, la PME de Saint-Herblain, avec sa croissance à 2 chiffres, part à la conquête de l'international. Pour en parler avec nous ce matin, qui de mieux que son fondateur et dirigeant, Nicolas Berluto. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté mon invitation. Alors au départ, pour nos auditeurs, il est important de préciser, là on est en 2003, c'est ça, la création de l'entreprise. Il faut préciser que c'est avant tout une aventure industrielle. Vous fabriquez à la demande des commanditaires des accessoires merchandising, des présentoirs ou des mobiliers pour des produits ou des marques. C'est comme ça que ça a commencé. Oui, tout à fait. On a une approche industrielle qui constitue l'ADN de notre entreprise, qui consiste à développer et réaliser en multimatériaux des mobiliers commerciaux qui vont permettre de valoriser, de mettre en avant des produits de grande consommation. Au bout de combien de temps, Nicolas Berluto, vous sentez le vent tourner, ou en tout cas des opportunités, et vous allez devenir, en tout cas vous allez vous orienter vers des réponses et une offre sur mesure, en devenant pour le coup une véritable agence design avec une partie conseil? Oui, effectivement, les 2 premières années ont été consacrées essentiellement à attirer la confiance de grands donneurs d'ordre. Et effectivement, une fois que nos premières lettres de noblesse et que les premiers grands groupes nous ont fait confiance, on a senti qu'on pouvait investir dans du service. La première brique que nous avons ajoutée, bien évidemment, le conseil design, qui nous a permis de pouvoir prendre en considération l'ensemble des problématiques et des réseaux de distribution de nos clients. Et ensuite, nous avons rajouté une 3e brique, plus en aval cette fois-ci, qui était une brique sur la logistique et l'installation au point de vente, afin de pouvoir accélérer et garantir la bonne exécution de l'installation des dispositifs merchandising sur les réseaux de distribution. D'accord. À Sun Business, on a le droit de donner des noms de marques. Alors, quand vous parlez de grands donneurs d'ordre, vous pensez à qui? Qui vous a fait confiance au départ, là, avec qui vous avez commencé à travailler? Les premiers groupes ont été les groupes LVMH, Pernod Ricard, L'Oréal, Bouygues Télécom. Comment est-ce qu'on transforme une PME en une entreprise avec une véritable logique de business unit? Comment ça se passe? En fait, on commence toujours par un métier, puis ensuite on essaie d'en agglomérer un, puis 2, puis 3, ce qui justifie quelque part le nom du groupe. Au début, on est obligé d'embaucher des ultra spécialistes pour pouvoir être pertinent et légitime dans cette nouvelle offre que l'on adresse au marché. Et donc on commence à structurer ça en silos. Nous avons appelé ça des business units. On n'a pas souhaité développer un groupe avec une quantité de formes juridiques comme on le trouve dans certaines entreprises. On est resté concentré sur une seule personne morale, mais que l'on a décliné ensuite en département business unit. En termes de capital et même de cash flow, comment on aborde ces mutations? Il y a eu dès le départ, des investisseurs qui vous ont fait confiance, il y a des banques qui vous ont suivi, notamment dans cette transition. Comment vous avez abordé ce tournant-là? Donc aujourd'hui, le capital de l'entreprise reste un capital 100% familial que je détiens avec mon épouse, puisque c'est une histoire aussi de couple. Et puis bien sûr, il y a des partenaires bancaires qui sont adressés dès le départ dans ce genre de projet. On a également des dispositifs de la sorte de BPI, par exemple, qui nous aident également dans notre développement aussi bien technologique, rapport à nos activités R&D,
que dans l'internationalisation de l'entreprise. BPI, Banque pour l'innovation, et département R&D, c'est recherche et développement. On y reviendra tout à l'heure. C'est effectivement très important, notamment dans votre aventure. En termes de ressources humaines, ça a été la formation aussi des collaborateurs. On en parlait. C'est très important pour aborder cette mutation et faire évoluer, garder vos équipes. Comment est-ce que vous avez mis ça en place et vous avez fait évoluer les métiers avec vos collaborateurs ? Effectivement, l'un des derniers secteurs d'activité il y a 3 ans auxquels nous sommes attaqués était la digitalisation du parcours d'achat, qui remet forcément en cause un certain nombre de préceptes et qui nous oblige à réfléchir sur ce que nous faisons lorsque nous avons un rapport avec un achat impliquant en termes de prise de décision, d'information sur le web, puis ensuite de déplacement vers un magasin pour pouvoir tester et prendre une décision, et puis enfin peut-être que nous allons formaliser notre achat via notre mobile ou via notre tablette. Donc on voit bien qu'il y a différents points de contact en fait sur différents canaux, et c'est ce qu'on appelle la cross-canalité. La cross-canalité, justement, c'est ce qui transpose le digital dans votre parcours d'achat. Donc comment est-ce qu'on intègre du digital dans une entreprise qui est déjà organisée avec différentes business units, elles-mêmes spécialisées dans chaque métier? Eh bien, la première possibilité, c'est de créer une énième BU et de dire, dans cette business unit, je vais mettre des talents et des compétences autour du digital. Et la deuxième solution, c'est celle que j'ai choisie, c'est de dire, mais non, en fait, le digital, il nous concerne tous. Et donc, on va essayer de digitaliser Caméléon pour pouvoir être pertinent dans le conseil que l'on va ensuite attribuer à nos clients. Sauf que, on se rend compte que ces collaborateurs sont beaux être des ultra spécialistes, ils sont pas forcément très compétents sur le digital. Donc, on a commencé par se former nous-mêmes. Et donc on a créé une cellule au sein du groupe qu'on a appelée la Caméléon Academy. Ça a permis déjà à tout à chacun de pouvoir coucher sur papier un programme pédagogique qu'il a essayé d'aller dispenser à l'ensemble de ses collègues. Et on a bien entendu parsemé ça de digitalisation. Et ça a eu un phénomène très intéressant et constructif au niveau de l'entreprise, tant en termes de synergie entre les BU, parce qu'on s'est rendu compte que ça permettait à chacun de savoir ce que faisait son collègue dans le département d'à côté, et puis ça a permis aussi de prendre conscience que ce digital, c'était finalement un socle qui pouvait vraiment permettre à l'entreprise de se positionner sur des marchés à plus forte valeur ajoutée et d'être dans la mouvance de toute façon de ce que recherchaient aujourd'hui les consommateurs. Caméléon Groups, aujourd'hui, c'est 70 collaborateurs actifs. Là, est-ce qu'il y a des perspectives de recrutement et comment est-ce que vous fonctionnez? C'est logique de mercato, on va chercher à la concurrence ou vous allez faire la sortie des grandes écoles? Comment est-ce que vous fonctionnez? Et puis, est-ce qu'il y a des perspectives pour ceux qui nous écoutent et qui sont concernés? Alors, il n'y a pas de mercato pour une simple et bonne raison, c'est que l'ensemble de nos concurrents sont à Paris. Et donc là, c'est intéressant de pouvoir dire ça dans le cadre d'une radio locale, puisque le premier pourvoyeur, on va dire, de candidature chez Caméléon, c'est la région nantaise. Voilà, donc moi je reçois régulièrement, je ne vais pas dire toutes les semaines, mais presque, des CV de gens qui viennent de grandes agences de communication ou de marketing, qui m'envoient leur CV et pour lequel, bien entendu, souvent les parcours sont très intéressants et pour lequel la première motivation, c'est d'abord Nantes, ensuite Caméléon. Et donc là, je sais que si j'ai les possibilités de recruter la personne au moment où elle m'envoie son CV, je sais que c'est gagné parce que dans la région, on est un petit peu la seule entreprise qui pouvons intégrer ce genre de profil. Lesquels précisément vous cherchez Les profils, voilà, ils sont divers et variés puisque, comme vous l'avez compris, l'entreprise adresse un certain nombre de métiers et de compétences, mais sur des métiers liés au marketing opérationnel, liés à la direction conseil, liés au design d'espace. Bon, voilà, il y a pour ne prendre que cela, mais il y en a d'autres. Ce sont des métiers qui nous concernent. Et puis ensuite, effectivement, nous, on a aussi une politique de formation en interne, j'en ai parlé, et donc aussi de pouvoir proposer à des collaborateurs d'évoluer au sein de l'entreprise. Et donc, on cultive aussi la promotion interne. Voilà. Et puis ensuite, sur le troisième volet, qui va être un volet finalement plutôt adressé aux jeunes, on a aussi des politiques donc de stages, souvent de stages de fin d'études, qui ensuite, l'objectif étant de déboucher sur un CDI.
Développement à l'international, je sais que ça fait partie évidemment des ambitions du groupe, ça a déjà été amorcé de toute manière. Un taux d'exportation autour de 10% aujourd'hui, non pas encore, en tout cas on s'y approche. On est entre 10 et 15% là pour 2014. Oui. Pour 2014. Comment est-ce que ça se passe en termes de stratégie? C'est pas forcément via des spécialistes ou les experts de l'export, puisque vous aviez déjà initié des choses. C'est pas forcément par l'intermédiaire d'un VIE, donc puisque vous aviez essayé aussi volontaire international en entreprise sur le territoire Espagne. La solution, ce sont les prescripteurs, les sociétés qui vous font déjà confiance sur le sol français et par, je dirais, contamination positive ou contagion, on part à l'international. Oui, et puis finalement on se rend compte aussi que ce qui fait le succès de l'entreprise, c'est effectivement des produits, mais avec des services autour, comme vous l'avez compris, et que du coup ça nous semble difficile de gérer ça dans de l'exportation, c'est-à-dire partir d'un lieu français pour aller vendre ces prestations hors de nos frontières. Donc du coup, l'idée étant plutôt de réfléchir aujourd'hui sur l'internationalisation de l'entreprise et donc d'implanter la société dans son modèle adapté aux problématiques locales, directement sur les territoires visés. Donc on a un programme en Europe effectivement qui nous permet de pouvoir adresser un certain nombre de capital au départ de l'aéroport de Nantes, même si nous attendons comme beaucoup d'entre nous l'arrivée qu'elle espère proche de Notre-Dame-des-Landes. Dès lors que l'on sort en tout cas des frontières de l'Europe de l'Ouest, il est effectivement beaucoup plus difficile de se déplacer et on a besoin de proximité avec nos clients dans la relation commerciale. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de filialiser le groupe par des implantations sur des territoires cibles. Donc aujourd'hui, on a dans la ligne de mire donc la Chine, sur laquelle nous avons déjà commencé à énormément travailler pour implanter donc un service commercial en Chine, à côté de notre service d'approvisionnement, puisque nous avons depuis 10 ans déjà un politique d'achat, service sourcing et contrôle qualité qui est en Chine. Donc là, le but du jeu maintenant, c'est d'implanter un département commercial pour adresser le territoire chinois. Un projet également donc au Maroc sur Casablanca, et un projet sur le Canada avec Toronto. Donc ce qui pourra déjà permettre à Caméléon d'être implanté sur un certain nombre de continents et de pouvoir ensuite remailler les territoires à partir de ces premières implantations. Pour revenir au cœur de l'activité de Caméléon Group, finalement, ce que vous proposez à vos clients, aux marques, c'est de baliser et contrôler de manière intelligente le parcours d'achat. J'ai envie de vous dire que c'est un vrai challenge aujourd'hui par rapport à des clients qui sont surinformés, surconnectés, sursollicités, très volatiles dans leurs décisions d'achat, qui achètent des prix plus que des produits et qui se tournent de plus en plus vers le web et moins en moins vers le lieu et le point de vente. Oui, mais vous avez raison. Et effectivement, les marques et les distributeurs qui sont donc nos clients ont un vrai challenge devant eux, qui est l'attachement à la marque ou à l'enseigne que l'on a, la fidélité que l'on a ou pas, et ce que l'enseigne ou la marque nous propose aussi en termes d'expérience. Nous, on parle effectivement aujourd'hui d'utilisateurs, d'expérience utilisateur. C'est-à-dire qu'on parle même plus de consommateur, on parle pas de shopper, on parle d'utilisateur, parce qu'une fois qu'on a acheté, on utilise le produit ou le service. On travaille par exemple pour la SNCF. À la SNCF, on parle d'usager. On travaille pour des laboratoires pharmaceutiques, on parle de patients. Et quand on parle effectivement de produits de consommation, on peut parler en ce moment de consommateur. Mais et tout ça, c'est la même personne. Hein, donc il faut trouver effectivement les méthodos qui permettent de donner du sens à tout ça et puis de le mesurer. Et ça, c'est aussi une des grandes caractéristiques de Caméléon Group, c'est d'avoir proposé à ses clients de mesurer la pertinence des investissements faits. Donc à l'ensemble des campagnes qui sont adressées, on a aujourd'hui des techniques qui permettent de mesurer les retours sur investissement, les taux de pénétration, les taux de transformation en fait des objectifs que l'on s'est donnés en amont, qui ont permis de nourrir le design et derrière le design que ce qui a été réalisé en termes de dispositifs soit mesuré et permettre de faire émerger les points de succès et les points d'amélioration qu'il faut faire. Ça veut dire ce que vous êtes en train de nous expliquer, Nicolas Berluto, c'est quand on va aller aujourd'hui dans un point de vente avec vos dispositifs, il y a une traçabilité sur le chemin des yeux, sur le parcours d'achat, oui. Qualifier aussi physiologiquement à quoi on ressemble, sur le genre homme, femme, comment est-ce qu'on se comporte dans le magasin. Il y a une vraie traçabilité de ça.
ça, de ce comportement-là? Oui, c'est-à-dire que quand on déploie 500 magasins, on va peut-être prendre un petit pourcentage, un échantillonnage de ces magasins dans lequel on va mettre des dispositifs de mesure qui vont permettre effectivement de comprendre ce que fait le consommateur, où il se déplace, qu'est-ce qu'il fait, combien de temps il reste, est-ce qu'il prend le produit, est-ce qu'il le repose, etc. Donc on a tout un tas de capteurs qui nous permettent d'analyser un espace de vente et le résultat de ces analyses nous permettent ensuite d'améliorer la disposition des produits, l'agencement éventuellement du magasin et de le remettre en cause. Alors je vous rassure, l'ensemble de ces dispositifs de mesure répondent scrupuleusement aux critères de la CNIL. Et donc ce sont des capteurs et non des enregistreurs, donc c'est un algorithme qui ne fait qu'enregistrer des chiffres dans des cases, mais ces statistiques pour nous sont extrêmement précieuses parce qu'elles nous permettent de régler le plus finement possible nos stratégies et de coller à la réalité du terrain. Feuille de route pour 2015, alors vous l'avez évoqué effectivement, un déploiement en tout cas sur certains territoires et certains marchés à l'international, des projets d'acquisition également, notamment sur l'évolution de métiers, ou en tout cas il y a des ambitions, des projets là-dessus? Oui, alors c'est vrai que la région nantaise est riche de pépites et de jeunes entreprises innovantes, surtout dans le digital avec Atlantique 2.0, la cantine du web, etc. Donc pour nous, c'est un vivier important avec lequel on essaye de tisser des relations de partenariat et puis qui peuvent un jour, pourquoi pas, faire émerger des envies d'aller un peu plus loin dans l'intégration de ce genre de start-up au sein du groupe. Oui, c'est possible. À bon entendeur, Nicolas Berluto, fondateur et dirigeant de Caméléon Group. Vous pouvez retrouver cette émission dans quelques minutes, ce 7e numéro de Sun Business, évidemment sur lesonunique.com et sur les réseaux sociaux de la radio. J'en profite pour vous dire évidemment que la semaine prochaine, luxe, calme et volupté, je recevrai Yves Gardel, le tout nouveau directeur de l'hôtel nantais aux 4 étoiles, le Radisson Blu, qui sera notre guide particulier. Merci pour votre fidélité et excellente semaine à tous les auditeurs de Sun Radio.